bien, nous allons commencer. Si vous voulez bien prendre place. Donc, nous continuons notre cycle de conférences sur l'écologie intégrale. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons aborder la question du numérique sous des angles différents. Alors aujourd'hui, nous accueillons Éric Perruquin, qui est ingénieur chez Airbus à Toulouse, et non pas maître de conférence quelque part à La Rochelle, je crois. J'ai mal interprété. Voilà. Cela étant, vous avez suivi une formation spécifique sur justement les outils numériques et comment réduire leur empreinte écologique. Voilà, donc nous allons aujourd'hui découvrir plein de choses sur le numérique, les problèmes que ça pose au niveau de la fabrication, de l'utilisation. Et puis, la semaine prochaine, nous aborderons plutôt la question de l'utilisation sous un angle éducatif, puisque vous savez qu'il existe des addictions à la question du numérique. Et donc, c'est le père Jean-Marie Petitclerc qui abordera cette question plus, je dirais, éthique, morale, par rapport au numérique. Voilà, merci d'être parmi nous, et puis je nous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous, merci pour l'introduction et puis merci Gaël pour... vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais j'ai une installation technique devant moi assez exceptionnelle. Donc bonjour à tous, donc je suis Éric Perruquin, comme vous disiez, je suis chez Airbus, je m'occupe de transformation digitale et j'ai eu la chance il y a quelques semaines d'avoir une formation justement sur tout ce qui est numérique responsable. On va voir ce que ça va être cet après-midi. Et avant de commencer, on est à l'heure de la sieste. Je voudrais que vous leviez un petit peu. On va faire une petite expérience. Vous voyez ces petites choses-là qui s'appellent les téléphones portables. Vous en avez tous un, je suppose, ou pas loin. On va faire un petit jeu. On va essayer de voir ceux qui ont des téléphones portables depuis le plus longtemps possible. Donc, ceux qui ont un téléphone portable qui a moins d'1 an, ils s'assoient. Ceux qui ont un téléphone portable de moins de 2 ans s'assoient. On commence à voir les rangs s'éclaircir. 3 ans, moins de 3 ans. Et il reste encore du monde. Moins de 4 ans. Alors là, bluffé, parce que là, on a dépassé la moyenne nationale. Moins de 5 ans. Et il y en a encore debout. Moins de 6 ans. On en a encore 4. Vous m'entendez? 6 ans, 7 ans. Bon, mais bravo quand même. Donc, effectivement, on va voir un petit peu que garder nos appareils le plus longtemps possible, c'est peut-être ça qui a le plus d'importance dans ce qu'on va discuter cet après-midi. Donc merci à la paroisse pour votre accueil, merci Françoise et Steph de m'avoir proposé de venir vous parler, très, très content d'être parmi vous cet après-midi. Donc l'idée ça va être, si on passe à l'agenda, de vous présenter un petit peu le contexte pour se rappeler pourquoi on parle de numérique responsable. Deuxième partie qui va être qu'est-ce que c'est le numérique responsable. Et une troisième partie, c'est dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous à nos niveaux par rapport à tout ça pour avoir un impact sur le problème qu'on a aujourd'hui. Donc on prendra les questions à la fin, donc si vous avez des petites questions, vous posez et puis on avancera avec ça. Donc d'abord on va attaquer par le contexte. Si vous regardez ce graphe derrière moi, vous voyez que c'est le graphe qui traite du CO2 dans l'atmosphère. Donc je ne vais pas vous le refaire. On a quand même une problématique devant nous qui est que dans les dernières années, on a eu un accroissement des gaz à effet de serre, dont le CO2, dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la température en moyenne au niveau de la planète.
Et donc ça, on pourrait se dire c'est cool, on va avoir des étés plus sympas ou des hivers un petit peu plus doux, etc. C'est pas tout à fait la voie qu'on est en train de prendre. Donc l'idée de ce qu'on va voir tout à l'heure sur le numérique responsable, c'est de se dire comment on peut agir par rapport à une problématique comme ça, qui est un problème à l'échelle de la planète, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc là, toutes les données que vous verrez dans la présentation, c'est des données officielles, c'est des données que vous pouvez retrouver sur Internet, qui ont été approuvées, validées, etc. Donc si on passe sur le transparent suivant, on voit un petit peu du coup ce CO2 qui est une problématique au niveau du monde, d'où ça vient et quelle est la problématique derrière ça. Et on voit que la plupart du CO2 qui est émis dans l'atmosphère est lié à l'utilisation de l'énergie. Donc l'énergie, on voit qu'on est tous drogués au pétrole, on est tous drogués au charbon, on est tous drogués au gaz. Et tout ça fait que l'utilisation abondante de toute cette énergie fait qu'on relâche un maximum de CO2 dans l'atmosphère. On voit 73% liés à l'énergie, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on va se dire tout à l'heure, en quoi nous on peut agir par rapport à ça. On voit que l'agriculture arrive derrière, et puis après on a les industries et le reste. Donc on voit que c'est quand même un problème très lié à notre utilisation de l'énergie, et plus on utilise de l'énergie, plus on va rejeter des gaz à effet de serre, à moins d'utiliser bien évidemment des énergies renouvelables. Donc, quand on regarde du coup, quand on fait un zoom en France, on se dit, voilà, c'est bien beau, moi j'habite sur la planète, j'habite en France, quel est mon impact en France? Et on voit que l'impact en France, si vous prenez un petit peu les différentes parties, voit que c'est à peu près bien équilibré entre la mobilité, le logement, les biens et puis l'alimentation. On voit qu'on a bien réparti notre CO2, comment on l'utilise et comment on le produit. La problématique, c'est qu'on a une empreinte qui est 6 fois trop grosse par rapport à ce que la planète peut supporter. Si tout le monde vivait comme nous sur la planète, on aurait un gros problème. Et on n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs. Et si on voulait agir pour rester en ligne avec un réchauffement climatique limité, c'est la petite barre du dessous. Il faudrait qu'on passe de cette grande barre à cette petite barre. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros step à faire, un gros pas à faire, et que sans une prise de conscience et puis sans une action directement, ça va être un peu dur. Et la petite barre, en fait, elle est liée aux accords de Paris. Vous vous rappelez, il y a eu des accords de Paris sur le climat il y a quelques temps. Et les accords de Paris visent à une neutralité carbone d'ici 2050. Et la neutralité carbone, ça veut dire ça. Ça veut dire cette petite barre par rapport à cette grande barre où on est aujourd'hui. Donc, c'est faisable. Il y a des choses qui sont faisables, activables à nos niveaux. Et donc, si vous voulez aussi tester votre empreinte à vous, parce que ça, on parle d'une moyenne, vous pourrez, avec la présentation, aller cliquer sur un lien qu'il y a dans la présentation pour aller remplir un petit peu tous les éléments pour voir quelle est votre empreinte à vous. Peut-être qu'il y en a qui seront plus mobiles les uns que les autres, peut-être qu'il y en a qui ont une alimentation plus locale que d'autres. Vous verrez un petit peu où est-ce que sont vos gros impacts de CO2 et comment vous pouvez agir. Donc ça, gardez-le en tête, se dire toujours, regardons le global pour pouvoir agir en local. Si on regarde ce problème, il est connu. Ce problème, il est connu depuis très longtemps. On voit que par exemple au sommet de la Terre à Rio, les nations de notre planète s'étaient réunies déjà en 1992 pour parler de ce qu'on appelait du développement durable. C'est un petit peu les premières fois qu'on entendait parler de ça, qui est je vais le dire directement, comme ça je ne dirai pas de bêtises, le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. Donc ça, c'était les premières fois où on disait, tiens, on a peut-être un petit problème sur la planète. Ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être en train de mettre en l'air la planète. Et derrière la planète, c'est pas la planète, parce que la planète, elle va bien s'en relever. Le problème, c'est qu'on a l'humanité derrière. Donc si on n'arrive pas à faire quelque chose et à avoir ce genre de développement durable, ça va être un petit peu dur. Jacques Chirac l'avait bien repris aussi au sommet de la Terre à Johannesburg, où il avait dit notre planète elle brûle et on ne fait rien.
Et puis vous voyez aussi que d'un point de vue un petit peu plus des papes, on peut voir que depuis très longtemps, c'est un sujet connu et sur lequel, dans les encycliques, on trouve des choses et on trouve des positionnements très forts des papes qui ont pris parole petit à petit. On voit par exemple Paul VI qui disait quand même, pour une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour victime de cette dégradation. On parle de 1971. Donc très tôt, on connaît tout ça, on connaît tous ces problèmes-là, et la problématique c'est qu'on ne fait pas grand-chose derrière. Donc on voit que Jean-Paul II et Bartholomée ont fait aussi des déclarations communes. On voit aussi, et vous le connaissez bien maintenant, dans Laudato Si de François, on voit que là aussi il y a des positions très fortes par rapport à il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, il faut agir. Donc on voit que c'est un problème connu. C'est plus une question de il faut agir ou il ne faut pas agir. Il faut agir. Maintenant, c'est comment on peut agir et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, par rapport justement à ces sommets de la Terre, il y a eu au niveau des Nations Unies une réflexion de se dire mais c'est quoi le développement durable ? On parle juste d'écologie, on parle juste de planter plus d'arbres ou on parle d'autre chose ? En fait, le développement durable, c'est bien plus compliqué que juste l'écologie. C'est comment on va arriver à cohabiter tous ensemble dans un environnement qui va faire qu'on ne va pas pourrir nos ressources sur la planète et qu'on va pouvoir les utiliser sainement et on va pouvoir les utiliser durablement. Vous voyez que dans les objectifs du développement durable des Nations Unies, le premier, c'est pas de pauvreté. C'est un des objectifs du développement durable. On le comprend, parce qu'en fait, dès qu'il y a la pauvreté, on voit que les ressources qu'on va utiliser, on va les utiliser peut-être un petit peu bizarrement et on ne va pas forcément les utiliser globalement bien. Fin zéro, on parle de bonne santé, on parle d'éducation de qualité et ça, ce n'est pas juste des objectifs au niveau d'un pays, c'est des objectifs au niveau des Nations Unies. Donc, c'est des objectifs globaux. Et comme ça, vous avez ces 17 objectifs globaux qui ont été posés et quand on se pose des questions, par exemple, qu'on veut faire des nouveaux projets, c'est bien de revenir par rapport à ces fondements-là, ces basiques, se dire, quand je fais quelque chose, est-ce que je suis bien sûr d'avoir pris en compte l'éducation, la pauvreté, toutes ces choses-là, et de se dire comment je peux agir par rapport à ça. Et une fois qu'on aura agi, qu'on se sera posé ces questions par rapport à ces points basiques, c'est très, très simple de se dire, est-ce que j'agis sur la pauvreté, sur la faim, sur l'éducation, etc. On peut avoir un développement beaucoup plus durable. Donc la bonne nouvelle, c'est que on peut y arriver. Pendant des années, on nous a pourri un petit peu la tête en disant on va jamais y arriver. En faisant rien, du coup, le tas de sable, on le repousse toujours un petit peu et la montagne, elle devient un petit peu plus grosse. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut agir et on peut agir à deux niveaux. On peut agir au niveau, et ce qui aura le plus d'impact, c'est au niveau du collectif, au niveau d'une mairie, au niveau d'un État, au niveau d'une région, au niveau d'une entreprise. Et l'action sur le collectif, ça va faire à peu près les 3/4 du potentiel de réduction du CO2 et de réduction de notre impact sur le climat. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête. Vous avez tous des relations avec des entreprises, avec des municipalités, des régions, des départements. Notre rôle peut-être, c'est peut-être de leur dire qu'est-ce que vous faites par rapport à tout ça ? Parce qu'ils ont des leviers qui sont beaucoup plus gros que individuellement. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Poussez chaque fois que vous poussez au niveau du collectif pour faire bouger les choses. Et au niveau individuel, on voit que donc, là, vous avez des chiffres aussi qui sont d'un cabinet d'études spécialisé sur l'environnement, qui s'appelle Carbone 4, qui nous dit au niveau de nous, de notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça ? Et qu'est-ce qui va être l'action la plus déterminante qui va me faire réduire violemment ma production de CO2 au niveau individuel ? Et la grande barre jaune que vous voyez derrière moi, là, vous savez ce que c'est ? C'est l'alimentation. Et l'alimentation, on peut agir hyper violemment
en se disant je mange une alimentation moins carnée avec des animaux qui sont faits à côté de chez moi, qui sont élevés durablement et qui ne sont pas élevés avec du soja qui vient d'Amérique du Sud, où on déforeste l'Amérique du Sud pour faire venir du soja. Donc cette grande barre, alors le but de la conférence, c'est pas de parler d'alimentation, mais c'est juste de remettre un peu en perspective qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui dans la vie de tous les jours, de notre vie de tous les jours en termes de citoyens. C'est déjà réfléchissez à ce que vous mangez, et ça a un impact très important sur vos productions de CO2, les productions de CO2 au global. Là où on va discuter cet après-midi, c'est la petite barre verte qui est tout à fait à droite avec un chiffre 0,16 sur tout ce qui est électroménager, hi-fi, high-tech, etc. On voit que c'est à peu près du même niveau que prendre l'avion. Elle est tout à fait, elle n'est pas tout à fait à droite, c'est l'avant-dernière à droite qui est en vert. Et donc on voit que ça a un impact. On va discuter de cet impact-là cet après-midi. Donc juste, je voulais vous remettre un peu en perspective d'où est-ce qu'on part, le gros problème au global, et de voir qu'au niveau individuel, on peut agir très violemment sur la partie alimentation, tout en se faisant bien plaisir. Avec ma femme, on n'est pas végétarien, on essaie de s'alimenter avec de la viande moins qu'avant, mais avec une viande de qualité faite par des gens qu'on connaît, qui sont à côté de chez nous et qui élèvent durablement leur bétail. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, par rapport à ça, vous voyez, on a des chiffres, on connaît la situation. C'est simple, ça pourrait être pour les scientifiques dans la salle, on a un problème bien posé, il y a des chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi ces chiffres-là, on les connaît depuis un moment? Et quel est le problème qu'on a? Le problème, c'est un petit truc qu'on a dans la tête. C'est un petit truc qui s'appelle le striatum. Striatum, c'est une petite partie du cerveau qui a fait qu'on existe encore aujourd'hui. Vous pourrez lire, je vous ai mis en référence ce livre-là, Le bug humain, qui est une étude en fait qui dit on a quelque chose de primitif dans notre cerveau qui nous pousse à manger, à nous reproduire, à acquérir du pouvoir. Et si on n'avait pas eu tout ça dans cette partie du cerveau, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Et il se trouve que ça, c'était vachement bien quand l'humanité, c'était pas simple à manger, que c'était pas simple à vivre, etc. Mais maintenant qu'on a tout à profusion, cette petite partie du cerveau qui est très profonde dans notre cerveau, elle continue à jouer là-dessus. Et on a l'alimentation, c'est pas grave. On va encore aller en chercher plus. Du pouvoir, c'est pas grave, j'en ai, mais je vais aller en chercher plus. Et donc il y a cette fuite en avant qui est liée à cette petite partie du cerveau. Alors c'est pas grave, il suffit de le savoir, et il suffit de jouer sur les bons leviers pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais tant qu'on ne s'en est pas rendu compte et qu'on n'a pas adopté cette petite partie de notre cerveau reptilien là, qui nous pousse à avancer, eh bien on est poussé à toujours plus. Toujours plus d'ordinateurs, toujours plus de téléphones portables, toujours plus de connexions, toujours plus de fibres, on parlait tout à l'heure. Enfin voilà, donc il y a ça à garder en tête et de se dire il y a peut-être quelque chose qui nous pousse dans la tête à agir différemment par rapport à la problématique qu'on vient de poser. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on vient de finir le contexte un petit peu au global. Donc je vous le résume, on a un problème devant nous, connu, depuis longtemps à la fois par les scientifiques et par les ecclésiastiques. On voit que la problématique elle est cohérente. On voit qu'on a su faire des définitions de qu'est-ce que c'était un développement durable, on sait avoir des chiffres associés à ça, mais aujourd'hui on voit qu'on a un petit peu de mal à agir. Alors la bonne nouvelle, c'est en train de bouger. Je ne sais pas si vous le sentez depuis 2-3 ans, on voit qu'il y a des grandes forces qui sont en train de se mettre en place et on voit des choses qui commencent à bouger dans la société. Je ne sais pas, regardez juste les rayons des supermarchés. Le bio, il y a 20 ans, il fallait aller dans des boutiques hyper spécialisées. Maintenant, vous avez les Auchan, Leclerc et autres Carrefour qui ont des rayons entiers sur le bio. Alors après, il faut quand même se poser aussi la question, tiens, le bio, est-ce que c'est du bio éthique ou est-ce que c'est de la tomate bio au plein milieu de février qui vient de l'autre bout de la planète? Voilà, bon, il y a ça à gérer. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau national, international, local, et donc il faut bien les identifier, voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc voilà le contexte.
Cet après-midi, ce qui va nous intéresser, on va faire un zoom maintenant sur la partie numérique. Vu le contexte, on va se concentrer sur le numérique. Et sur le numérique, on va se rendre compte en fait qu'on est drogué au numérique. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, qui c'est qui avait un téléphone portable, tout le monde s'est levé. J'aurais posé la question qui a un ordinateur ou une tablette. Je pense qu'on a été à peu près à la même chose. Qui c'est qui a un téléphone fixe à la maison? Je pense qu'on serait à peu près pareil. Et on voit en fait qu'on utilise beaucoup de choses. Alors je vais vous lire peut-être les chiffres si du fond vous les voyez pas. En fait, le numérique, c'est par exemple un ordinateur. Pour faire un ordinateur comme ça, il faut à peu près 600 kg de matières premières pour faire un ordinateur de 2 kg. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans des mines pour extraire des minéraux oui, très pointus pour faire ce genre de choses. Vous imaginez 600 kg juste pour un truc comme ça, c'est quand même énorme. On voit qu'il y a 10 milliards de téléphones portables qui sont vendus dans le monde depuis 2007. Plus que l'humanité quelque part. On a 8,9 équipements par personne en Europe occidentale, contre 5,3 il y a 4 ans. Donc on voit que non seulement on en a beaucoup, mais on en a de plus en plus. Et donc faites le parcours chez vous et dites-vous combien d'appareils électroniques vous avez chez vous. Vous allez voir que, à mon avis, vous devez risquer d'approcher les 8 ou 9. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est ce que vous pouvez voir, vous, chez vous. Il y a ensuite toute la partie droite qui est la partie de l'utilisation de l'électronique à l'extérieur de chez vous. Quand vous voulez regarder un film, par exemple, qui est sur Internet, vous allez faire tourner des serveurs, des ordinateurs qui sont peut-être à l'autre bout de la planète, que vous ne voyez pas, mais qui vont tourner. Et aujourd'hui, une donnée informatique, les modèles qui ont été faits, montrent qu'elle fait à peu près 15 000 km pour arriver chez vous, la donnée. Parce qu'elle passe peut-être par Singapour pour revenir, ou elle passe par New York pour revenir. C'est un petit peu le 29 à Agnières, version moderne, mais on est là-dessus. On est que toute cette toile qui a été faite, qui a été fabriquée, elle est efficace, mais peut-être pas toujours super efficace. On voit aussi que du coup, dans notre utilisation, on passe entre 5 et 10 heures à regarder des films sur Internet. Donc ça veut dire 5 à 10 heures à utiliser aussi tout plein d'ordinateurs qui ne sont pas chez nous, qui sont à l'extérieur de chez nous, qu'on ne sait pas comment ils sont faits, par qui ils sont faits, etc. Mais ils tournent quelque part, donc ils ont une existence. Donc ils consomment de l'électricité, on en parlait tout à l'heure, mais ils ont été produits aussi. Et plus on va en demander, plus il faudra produire d'ordinateurs. Donc on voit que c'est quand même assez énorme. Et du coup, au final, quand on regarde tout ça, on voit que l'industrie du numérique, elle est passée maintenant au-dessus de l'aviation en termes de production de CO2. Donc, vous voyez tout le raffut qui se fait autour de l'aviation, je suis bien placé pour le savoir. Là, on est passé au-delà, on a un secteur qui a doublé l'aviation et maintenant, notre utilisation du numérique, elle est devenue plus problématique que l'aviation. Donc là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Quelques exemples aussi d'une minute d'Internet par jour. Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne sais pas si vous avez un petit peu une idée. Par exemple, une minute d'Internet par jour en 2020, par exemple, Amazon a envoyé pas loin de 7000 paquets en une minute. 7000 commandes qui ont été passées sur Amazon sur lesquelles ils ont envoyé des choses. En une minute. On voit que sur Spotify, donc les ressources en ligne sur la musique, il y a 28 nouveaux morceaux qui sont ajoutés sur Spotify pour que vous puissiez écouter par minute. Donc on est sur des chiffres d'une grosseur assez énorme. Le nombre de messages WhatsApp, je pense que pas mal d'entre vous utilisent WhatsApp, en une minute, c'est pas loin de 42 millions de messages de WhatsApp. Donc on est sur des chiffres mais qui sont démentiels, on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, un message WhatsApp c'est tout simple, ça se fait tout seul. Donc l'Internet permet de faire des choses super, mais du coup aussi ça arrive à faire des choses à l'envers de ce qu'on voudrait. À la fois ça vient relier les gens, mais à la fois aussi ça vient mettre un petit peu la pagaille sur le reste. Et non seulement il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a de plus en plus de choses qui se passent.
Regardez le nombre de personnes sur la droite là, qui sont reliées sur Internet. On voit qu'en 2016, il y avait 3 milliards de personnes qui étaient reliées à Internet. Maintenant, on est passé à 4,5 milliards. Et ça continue tout le temps et tout le temps. Alors ça va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas connecter plus de personnes qu'il y a sur Terre, mais on voit qu'il y a une consommation et un engouement, alors qui est super d'un côté, parce qu'on parlait tout à l'heure d'éducation. On voit que l'accès à Internet, l'accès à toutes ces ressources, d'un point de vue éducatif, c'est quand même super de pouvoir avoir accès au savoir de l'humanité d'un simple clic. C'est génial. Maintenant, on voit que ça atteint quelques limites et il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Si on fait un zoom maintenant sur l'informatique dans les entreprises. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Green IT, qui est une association de professionnels de l'informatique. On voit que chaque jour, quand un salarié a une tablette, un téléphone, qu'il est équipé en informatique pour son entreprise, c'est comme si, en fait, d'un point de vue énergétique, il faisait tourner un radiateur de 600 watts, 2 radiateurs de 600 watts plein pot toute la journée. C'est comme s'il faisait 29 km. C'est comme s'il consommait 7 packs de 6 litres d'eau et qui mettait à la poubelle 15 grammes d'électronique tous les jours. Donc ça, c'est notre impact en termes de salariés pour l'utilisation de l'informatique. Alors, les 600 watts, c'est la consommation électrique de tous ces ordinateurs qui consomment de l'électricité. La voiture, c'est pareil, c'est la consommation d'énergie aussi pour ça. Pourquoi l'eau, vous me direz ? Pour produire tous ces ordinateurs, il faut énormément d'eau. Quand vous voulez commencer à séparer tous les minéraux que vous extrayez dans les mines, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour séparer tout ça. Il faut de l'eau pour bien faire les états de surface de toute l'électronique qui sont dans vos appareils. Ça consomme énormément d'eau. Et ça, on ne s'en rend pas compte en fait derrière. Et puis, ça génère aussi beaucoup de déchets. Vous avez pu voir sûrement des reportages où nos déchets électroniques étaient envoyés en Afrique et on a des villes entières qui font du recyclage, entre guillemets, d'électronique avec des gens qui se tuent, qui bricolent pour récupérer des choses sans protection, sans rien. Et donc, du coup, ça met un petit peu le bazar. Donc, il faut juste être conscient de ça. Et souvent, les sociétés, les entreprises ne sont pas vraiment conscients de cet aspect-là. Un nouvel employé arrive, il faut lui commander un ordinateur, un téléphone, on ne se pose pas de questions, on commande. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, tiens, si je lui commande un ordinateur, peut-être que je peux lui commander un ordinateur recyclé. Ça existe, on verra tout à l'heure comment ça peut être. On voit aussi du coup un petit peu sur ces ordinateurs-là, où est l'impact de tous ces nouveaux équipements. Des chiffres intéressants. On voit que la vie d'un ordinateur fixe que vous pouvez avoir chez vous, dans une entreprise, ça durait à peu près 11 ans dans les années 85. On est passé, là j'ai dû faire une erreur, c'est pas 2,5 ans, c'était 6,5 ans, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. En 2007, au lieu de 11 ans, on est passé à 6 ans et demi. Et maintenant, en entreprise, tous les 4 ans, on change les ordinateurs. Alors la crise nous aide bien là, en ce moment, parce que du coup, comme avec la crise, il y a des problèmes aussi d'approvisionnement d'électronique, toutes les entreprises sont en train de se dire on va peut-être les faire durer un petit peu plus longtemps, mais c'est parce qu'en fait il y a eu une crise que les gens se posent des questions. Et non pas se dire voilà, on peut faire différemment. Aujourd'hui, il faut se garder en tête, par exemple, que 85% des ordinateurs qui passent à la casse, ils pourraient être réparés. Mais c'est moins cher aujourd'hui d'acheter un ordinateur que de le réparer. Donc on est sur ces problématiques économiques, de facilité, etc., avec les impacts qu'on ne mesure pas toujours derrière et sur lesquels on n'est pas toujours conscient. Et donc quand on regarde un petit peu où sont produits tous les impacts à gaz à effet de serre, on voit que la fabrication en fait impacte à peu près pour 35% en gaz à effet de serre, 34% des impacts en eau et 25% des impacts en énergie. On voit que dans la bureautique aussi, le papier, ça demande beaucoup d'eau quand on parle de bureautique.
On voit que les centres informatiques, la problématique des centres informatiques, c'est surtout de l'énergie, une fois que c'est fabriqué. Et il y a aussi des impacts en eau pour refroidir tous ces serveurs-là. On voit aussi, par exemple, que quand on vous dit, je sais pas, chez Google ou chez Amazon, ils ont des serveurs qui sont maintenant alimentés en énergie verte, etc. C'est très bien. Il y a un gros effort qui est fait par rapport à ça. Le problème, c'est que tous les ans, tous les serveurs de Google et Amazon, ils les changent. Donc tous les matériels, toutes les baies informatiques, ils les changent. Et c'est ça qui a un impact qui tue le sujet. Donc ce qu'il faudrait, c'est avoir des fournisseurs d'informatique qui nous permettent de changer, qui ne changent que quand ça se casse quelque part ou quand il faut vraiment franchir un pas technologique pour aller au-delà. Et dans l'impact aussi de l'informatique, il faut se rendre compte que comme c'est un sujet assez compliqué, que vous avez des gens qui s'occupent de l'informatique dans des grandes entreprises, eux aussi, ils ont un impact parce que de venir au boulot en voiture, etc., globalement, ça a un impact sur l'utilisation de l'informatique. Juste un petit truc en passant, un email, c'est à peu près 10 grammes de CO2. Donc c'est pas grand-chose, mais comptez le nombre d'emails que vous avez fait l'année dernière. Et dites-vous combien j'en ai fait, c'est intéressant. Alors tous ces chiffres-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se dit en informatique, on mesure tout, puisqu'on a des ordinateurs et des trucs comme ça. La plupart de tous ces chiffres-là, c'est des modélisations. C'est pas le résultat d'une mesure de tout ce qui se fait, c'est de la modélisation qui est faite à partir effectivement de mesures par-ci par-là, mais c'est pas mesuré en temps réel. Donc c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé qui n'a pas effectivement toute sa force de frappe pour mesurer tous ces modèles-là. Et enfin, pour finir sur les impacts, juste pour vous dire, un petit téléphone comme ça, à peu près 65 à 70% de l'impact sur le climat d'un téléphone comme ça, c'est sa fabrication. Donc là, vous voyez où je vais en venir très rapidement, et je commence à insister un petit peu lourdement. Le but de tout ça, c'est de se dire, il faut que ça tienne. Quand j'achète quelque chose, c'est des choses précieuses, il faut que ça tienne, et je ne vais pas en changer tous les jours. Et on nous demande d'en changer tous les jours. Tous les jours, vous avez des publicités, changez votre téléphone, vous avez suffisamment de points, prenez la 5G. La 5G, on n'a pas encore d'antenne, donc c'est pas grave. Voilà. Il faut se poser des questions, de se dire pourquoi changer. Est-ce que j'ai un besoin de changer? Si j'ai un besoin, oui. Et si je change, qu'est-ce que je peux faire pour compenser un petit peu l'impact que je vais avoir sur ce changement? Donc ça, c'est intéressant aussi, cet impact, parce que là, je vous ai parlé d'impact écologique sur l'extraction des minéraux. Mais ça a un impact social aussi. Devinez qui c'est qui fait l'extraction des minéraux? Voilà. Donc c'est pas les personnes les plus riches qui vont faire l'extraction des minéraux. Donc le plus on pourra éviter de trop travailler, trop récupérer tous ces minéraux rares, le plus on pourra peut-être faire quelque chose un peu différent avec les gens qui ont moins de moyens et qui ne soient pas forcément esclaves de tout ça. Et puis du coup aussi un impact économique, toutes ces terres rares dont on a besoin là-dessus. Aujourd'hui, il y a toute une géopolitique qui se fait par rapport à ça. On voit que la Chine, ils sont très très forts par rapport à ça pour justement diriger le marché, à leur acheter à eux les terres rares. On voit qu'il y a d'autres pays comme l'Australie qui aussi commencent à monter sur ces sujets-là. Mais ces terres rares, il n'y en a pas partout. Ou il y en a peut-être un peu partout, mais elles ne sont pas accessibles de la même façon. Donc on voit qu'acheter un téléphone, c'est presque un acte politique quelque part, à la fois par rapport à l'écologie, à la fois par rapport au social et à la fois par rapport à la géopolitique. Voilà, donc vous voyez que par rapport au contexte global, on voit que le numérique, c'est une partie à travailler. On voit que sur cette partie à travailler, on voit commencer à se dessiner des choses qu'on va pouvoir faire. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à tout ça ? Donc si on passe sur la définition du numérique responsable, le numérique responsable, ça va être quoi? C'est quoi ce mot un peu bizarre de numérique responsable? Il est responsable pourquoi? Parce que déjà, il va réduire l'empreinte écologique, sociale et environnementale du numérique. Donc dans la presse, vous entendrez parler de Green IT, c'est comment toutes ces petites bêtes-là, elles peuvent être produites de manière à respecter un petit peu mieux l'économie, le social et l'environnemental. Le numérique responsable, ça va être de dire aussi comment on peut mieux utiliser toutes ces technologies-là pour répondre à des problématiques globales.
Si par exemple, on peut utiliser toute cette force de frappe, je parlais de l'aviation tout à l'heure, pour optimiser le vol des avions et les faire moins consommer, ça peut être un côté qui peut être très intéressant du numérique. Et de se dire, dans ce cas-là, oui, ça devient un investissement pour décarboner d'autres secteurs. Et là, on parle d'IT for Green. L'idée, c'est l'informatique qui est au service d'autres secteurs pour pouvoir les décarboner. Ça, c'est intéressant aussi. Et ensuite, du coup, l'idée, c'est aussi de créer de la valeur économique, sociale et environnementale, parce que y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qui, grâce à ces petites choses, d'un coup, on peut les faire. Rendez-vous compte le nombre de Zoom que vous avez pu faire, ou de Jitsi, ou de visioconférences que vous avez pu faire pendant le confinement. On n'aurait pas eu tout ce numérique-là. On aurait été encore plus perturbé dans notre lien social. Et tout ça, ça nous a aidé quelque part à garder un lien, même si on voit que c'est quand même bien de se voir, bien de voir des gens en face de soi, et ça fait très plaisir. On voit que l'informatique a pu pallier un petit peu à ça. Ça ne remplace pas tout, mais ça tombe là-dedans. Et donc voilà, donc le numérique responsable, c'est un cocktail de ces trois concepts. Et donc dans le numérique responsable, on ne parle pas vraiment de l'éthique de l'utilisation de tout ça. On parle surtout de ces trois sujets que je viens de vous lier. Donc ça sera la conférence de la semaine prochaine sur quelle éthique pour l'utilisation de ces outils informatiques et comment bien les utiliser. Donc, comment on agit ? On va garder un truc très simple en tête. On a des objectifs qui nous ont été rappelés par les accords de Paris en 2015, qui nous visent une neutralité carbone en 2050 et qui commencent à être déclinés un petit peu dans beaucoup de pays. Les États-Unis viennent de revenir dans les accords de Paris, ouf. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer par rapport à ça et de structurer un petit peu cette approche. Je vous parlais tout à l'heure de l'approche systémique, de l'approche au niveau des collectivités, des États. C'est ça qui est en train de se passer aussi au niveau des accords de Paris. Et puis après, on va se dire qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'on va faire. Beaucoup de bon sens par rapport... donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est utilisé par une association qui s'appelle Negawatt, qui permet d'essayer de se poser des questions sur notre énergie. Mais j'ai voulu la reprendre parce que j'aime bien l'idée. Si on veut faire quelque chose, déjà, il faut être un peu sobre dans ce qu'on fait. C'est pas la peine d'avoir 36 téléphones portables, en avoir un, on va y arriver. L'idée, c'est d'être efficace. Si vous avez besoin de changer votre matériel, est-ce qu'il faut encore prendre un ordinateur qui va être comme ça par rapport à votre besoin qu'il envoie en mail tous les jours ? Donc, se poser la question de l'efficacité par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Et ensuite, le renouvelable, c'est de se dire à la fois comment on peut réutiliser, réemployer de l'informatique déjà utilisée, ou comment on peut l'alimenter aussi avec des énergies renouvelables. On voit la partie énergie renouvelable, c'est à peu près 20-25% de l'impact de l'informatique globale. Donc si on peut l'alimenter aussi en énergie renouvelable, c'est mieux. Je vous disais tout à l'heure, Google, Amazon, ils commencent à avoir tout leur centre informatique avec du renouvelable, de l'éolien, du photovoltaïque, etc. Et donc ça peut être bien. Donc si on garde ce bon sens, on sait qu'on a un gros problème, on sait qu'on veut aller vers une neutralité carbone. Si on peut être sobre dans notre utilisation du numérique, si on peut être efficace et si on peut tourner autour du renouvelable, du recyclé, gardez ça en tête. 3 petites vérifications avant que vous achetiez un ordinateur, c'est pas mal. Donc le premier point pour zoomer un petit peu, ça va être ces 3 règles, on peut les zoomer un petit peu de la façon suivante. Sobriété, je rentre un petit peu dans les détails, comment on peut faire pour ne pas acheter ? C'est la première question. Se dire, mon téléphone portable, là, il n'a plus de mémoire, il faut que j'en change. Peut-être pas. Peut-être que si vous videz un petit peu tout ce qu'il y a dans le téléphone portable, il peut continuer pendant encore quelques années. Donc déjà, premier réflexe. Et en plus, c'est économique. Pas acheter, vous gardez votre pouvoir d'achat pour vous. L'autre point, c'est de se dire allonger la durée de vie du matériel. Je parlais des entreprises tout à l'heure qui recyclent le matériel tous les 4-5 ans. Là, l'idée, c'est de se dire comment on peut l'utiliser plus longtemps. Comment on peut le réutiliser, comment on peut l'utiliser différemment. Un ordinateur de bureau, peut-être que changer la mémoire, mettre plus de mémoire qu'il avait quand on l'a acheté il y a 5 ans, c'est peut-être suffisant. On n'a pas besoin de tout racheter et ça va nous prolonger l'ordinateur un petit peu plus longtemps. Dans l'efficacité, du coup, réduction de la quantité de matière nécessaire au fonctionnement du service numérique. Donc là, c'est
Quand vous concevez, par exemple, une entreprise conçoit son équipement électronique, ou même une paroisse qui se dit qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon électronique, de se dire comment je peux concevoir en prenant en compte le fait que je ne vais pas consommer beaucoup d'électronique. Donc comment je vais pouvoir utiliser mes ordinateurs au mieux pour faire ce que j'ai à faire et pas avoir d'ébauche d'ordinateur pour faire ce que j'ai à faire. Donc comment l'utiliser bien, et ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, il y a des formations sur le sujet. Ensuite, comment on peut réduire les consommables? Alors les consommables, ça peut être le kilowattheure, hein. Ça peut dire, tiens, si j'éteignais mon ordinateur de temps en temps, ça peut être pas déconnant, je pense qu'on peut réduire un petit peu. Les tonnerres de papier aussi, se dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis surtout, recycler les déchets. L'ordinateur, vous le baignez pas, mais je suis sûr que vous le faites pas, vous le baignez pas dans le fossé à côté, quoi. Il y en a qui le font, hein. J'ai déjà vu dans des chemins de campagne des ordinateurs qui traînaient au bord de la rue. Alors que maintenant, on a des déchetteries, on a des recycleries pour tout ça. Donc ça, il faut le garder en tête parce que tout ce qu'on va jeter là, il va falloir aller le rechercher ailleurs. Et il y a un business qui commence à se faire à proposer ça. On commence à se rendre compte, par exemple, que dans tous les déchets informatiques, c'est peut-être la plus grosse mine d'or qu'on a sous les mains. Par rapport à toutes les autres mines d'or qui existent sur Terre, on commence à se dire c'est peut-être là où il y a le plus d'or. Donc peut-être que la course vers l'or, c'est peut-être vers là où elle va se tourner demain. Et ensuite, en renouvelable, du coup, acheter éco-responsable, on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Et puis choisir l'énergie la moins impactante. Donc on va essayer de zoomer un petit peu maintenant sur chacune de ces catégories pour que vous ressortiez avec des choses simples à faire ou à garder en tête. Premier sujet, et vous avez bien compris, c'était le plus important, évitez le neuf. Si vous pouvez réparer, réparez. Et puis si vous ne pouvez pas réparer, vous recyclez. C'est le plus gros des impacts que vous pourrez avoir sur le numérique. Donc avant même de faire une alimentation avec de l'énergie renouvelable, gardez ça en tête. Là, je vous ai mis plusieurs sociétés. Les deux premières, là, Envoi et les ateliers du bocage, c'est des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font travailler des personnes qui ne sont pas forcément adaptées dans d'autres entreprises, qui les font travailler. Et par exemple, Envoi, c'est ceux qui récupèrent les PC de chez Airbus, qui les recyclent et qui les revendent après. Donc là, vous pouvez les trouver sur Internet, ils ont une boutique à Toulouse. Vous avez besoin d'un ordinateur portable pour faire de la bureautique, c'est pas la peine d'avoir un foudre de guerre qui sort des dernières productions. Vous pouvez reprendre ça vous coûte moins cher, ça fait travailler des personnes de l'économie sociale et solidaire et c'est efficace. Le Bon Coin, bon, évidemment. Back Market, Fnac Deuxième Vie, j'ai pas d'action chez eux. C'est juste pour se dire, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces premières boutiques, sachez que la grande consommation s'est lancée là-dedans. Elles ont vu qu'il y a un business maintenant de deuxième main. Et voilà, moi, mon téléphone, j'ai acheté il y a moins d'1 an, mais je l'ai acheté chez Back Market parce que du coup, on vient acheter quelque chose de recyclé ou de reconditionné. Et donc, c'est quelque chose qui ne part pas à la poubelle alors que c'est neuf, quoi. Voilà, donc ça, vraiment, c'est un truc à garder en tête cet après-midi, c'est ça, c'est éviter d'acheter, faites avec ce que vous avez jusqu'au maximum, soyez créatifs, et du coup, ça pousse à la création de se dire peut-être comment je peux faire différemment, et peut-être que le besoin que je m'étais mis en tête, c'est peut-être pas le bon besoin en fait, peut-être que je peux faire différemment, et j'évite d'aller plus loin. Deuxième axe, si vous avez besoin d'acheter, essayez d'acheter avec des labels qui vont vous garantir des choses derrière. Peut-être le plus connu, c'est Energy Star, c'est le carré bleu en haut. Souvent on les trouve sur des écrans d'ordinateur. C'est des écrans qui vont permettre de ne pas consommer beaucoup quand ils sont en fonctionnement ou qui se mettent en sommeil très rapidement quand vous ne les éteignez pas, qui respectent bien tout ce qui est énergie. Un qui est encore mieux, c'est le 80+, mais ça on n'en trouve pas énormément. Mais l'Energy Star, en général, si vous allez dans une boutique, ils savent vous le dire. Ça, c'est juste sur l'énergie. Ensuite, on a des labels qui sont beaucoup plus globaux, qui prennent la fabrication, le recyclage, l'aspect modification et gestion des déchets. Et donc là, on a un label qui fait force aujourd'hui, c'est le label IPIT. On ne le voit pas très souvent, mais quand vous fouillez un petit peu, vous commencez à voir maintenant pas mal de matériel qui commence à être labellisé là-dessus. Et puis, on a un label allemand qui est l'Ange Bleu, qui est aussi un label global là-dessus.
Pour le papier, pour les ramettes, pour les imprimantes, vous avez tout ce qui est FSC aussi, pour tout ce qui est bois venu de forêts bien gérées. Donc ça, gardez-le en tête aussi. Si vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose, posez-vous la question des labels, parce que du coup, le label fait le boulot pour vous. Vous n'allez pas vous peler pour savoir le compte d'entreprise de l'entreprise Apple qui a fabriqué le machin. Bon, il y a un label qui fait une checklist de tout ce qui a besoin d'être regardé. Ils le font pour vous. Ensuite, une fois qu'on n'a pas acheté, une fois que si on a acheté, on a des labels, ben, on peut minimiser les consommations pour passer au vert. Donc là, ben, un matériel efficace, une éco-conception, comme je vous disais tout à l'heure, vous réfléchissez pour utiliser au minimum d'ordinateurs. Le dernier point, ben, c'est énergie renouvelable. Donc énergie renouvelable, là aussi, ben, c'est toute une conférence qu'on pourrait faire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des petits trucs simples, là je vous ai mis un petit raccourci vers un comparatif d'énergie renouvelable, très simple à faire. Et vous pouvez faire votre devis aussi, très simple chez vous, pour passer là-dessus. Il n'y a rien à faire au niveau du compteur, du machin, c'est juste un contrat à passer avec une autre entreprise. Ça ne change rien, mais ça change tout. Parce que du coup, vous pouvez faire travailler des entreprises qui vont faire de la production d'électricité directement. Enfin, dernier point, et là je vais faire un zoom sur la paroisse. Tester l'efficacité de vos sites internet. Si vous fabriquez des sites internet, et je sais que voilà, vous en avez, vous avez des outils en ligne qui vous permettent de voir l'efficacité de vos sites internet. Alors pour efficacité technique, un site internet, des fois, c'est long à venir. Vous loguez dessus, ça ne vient pas, vous bataillez. Alors pourquoi ça ne vient pas? Alors peut-être que votre connexion n'est pas terrible. Mais aussi, souvent, c'est que des fois, pour faire ce site internet, les gens ont mis des grosses images. Et donc, qui dit une grosse image, il faut que ça passe par le tuyau pour arriver jusqu'à chez vous. Et ça, si c'est une grosse image, ça va demander beaucoup d'énergie sur les serveurs à stocker. Ça va demander de l'énergie pour arriver jusqu'à chez vous. Donc, ça a un impact. Et donc ça, c'est la partie technique. Mais il y a aussi une partie aussi d'accessibilité, parce que le numérique responsable, c'est aussi il y a la part sociale, c'est aussi de l'accessibilité pour les gens. Est-ce que vous avez réfléchi que vos sites internet, des aveugles, y accèdent? Spontanément, on ne se dit pas ça, quoi. On ne se dit pas je vais faire mon site pour qu'un aveugle y accède. Mais il faut savoir qu'il y a des outils pour les aveugles qui leur permettent de mettre en parole un site internet. Et si le site internet il est mal fait, par exemple, si vous avez beaucoup de retours à la ligne pour mettre en page quelque chose, l'aveugle il va entendre retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne. Ça va le gaver très rapidement. Donc il y a des petits outils là comme celui de droite qui peuvent vous tester justement où est-ce que vous pouvez faire un effort pour les aveugles, pour les malentendants, pour les personnes qui ne voient pas bien, pour voir est-ce que c'est bien fait ou pas. Donc là aussi, on est plus sur la partie sociale là, du numérique responsable. Pensez au public que vous avez en face de vous, pensez à eux, et il y a des petits outils pour tester tout ça. Et puis il y a des checks aussi sur la sécurité. On n'en a pas trop parlé cet après-midi parce que c'était pas trop le lieu. Mais gardez en tête que toutes ces technologies-là, c'est des technologies où vous pouvez avoir des pirates qui peuvent se mettre un petit peu partout. Donc il faut faire attention. Donc sur le site internet, donc j'ai fait tourner les outils sur le site de la paroisse. Là, je me suis permis de faire un petit test. Bon, vous avez 2-3 trucs à améliorer, mais c'est pas perdu. Donc non, blague à part, c'est intéressant de voir ça et de se dire que tous ces outils sont à notre disposition. Et quand on fait un site, d'un point de vue énergétique, on vient de dépenser de l'énergie parce qu'un site, il est fait pour que plein de personnes s'y connectent. Et si chaque personne s'y connecte et a besoin de transporter beaucoup de choses, ça va faire beaucoup d'énergie aussi. Donc voilà, donc c'est quelques petits trucs et astuces. Et donc comme vous n'allez pas repartir à vide, je vous propose un petit truc. Cette semaine, il y a une manifestation mondiale qui va se passer samedi prochain qui s'appelle le Cyber World Cleanup Day. Alors peut-être que vous avez entendu parler du World Cleanup Day, c'est des événements qui sont au niveau du monde. Et le World Cleanup Day, c'est aller nettoyer les fossés, aller nettoyer en tant que citoyen, aller nettoyer sa planète autour de chez soi. Et bien là, ils en font une déclinaison pour les ordinateurs. Et donc, ils vont vous proposer un petit jeu, un petit test pour dire, vous aussi, vous pouvez nettoyer votre ordinateur, vous pouvez nettoyer votre téléphone portable, vous pouvez nettoyer vos emails.
Et si on s'y met tous au niveau de la planète, ça peut faire quelque chose. Donc je vous ai mis sur cette page-là, et on pourra en reparler si vous voulez après. Ils ont mis 4 petits guides que vous cliquer, il suffit de cliquer et vous allez tomber sur le guide automatiquement pour vous aider à nettoyer votre boîte aux lettres email. J'ai fait l'exemple chez moi, moi je ne suis pas l'exemple, hein. Moi j'avais 8 gigas d'emails à jeter, que je n'avais pas jeté, qui tournaient sur un serveur quelque part à l'autre bout de la planète, qui dépensait des ordinateurs et de l'énergie. Et ben je m'y suis mis, ça m'a pris un quart d'heure, hop, 8 gigas à la poubelle, poubelle vidée et sortie, hein, donc il n'y avait plus rien sur les serveurs. Donc ça c'est intéressant parce que si on s'y met tous, je suis sûr qu'une salle comme ça, on peut tomber sur des gros volumes assez rapidement, surtout quand on ne l'a pas fait depuis des années. Moi je ne l'avais pas fait depuis des années. Et puis c'est tellement facile de ne pas le faire depuis des années, puisqu'on a la place, les ordinateurs ils grossissent, ils ont plus de mémoire, etc. Donc c'est pas grave, on laisse ses emails, on laisse sa mémoire sur son ordinateur, jusqu'au jour où, ah tiens, j'ai plus de place, ah ben tiens, je vais acheter un petit peu d'espace chez quelqu'un pour avoir un peu plus de place. Eh ben non, smartphone pareil. Videz-le régulièrement, comme ça, ça vous évitera d'en acheter un nouveau rapidement. Et les réseaux sociaux, là aussi on s'aperçoit qu'on laisse plein d'images de partout, plein de textes de partout, et que si on ne fait pas un peu de ménage, ça fait des sommes hallucinantes. Voilà, donc si vous avez envie d'organiser un petit jeu au niveau de la paroisse cette semaine sur le sujet, voilà, vous avez un petit jeu à faire. C'est sympa, c'est indolore, mais ça peut aussi tout changer par rapport à la suite. Donc pour finir, avant de passer aux questions, je vais vous laisser avec quelques lectures, vous pourrez aller les voir. Donc là aussi il y a les liens où vous pouvez après commander chez votre libraire quelques ouvrages. Le premier c'est Faites sa part, c'est le cabinet environnemental dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on peut faire à chacun de nous avec des chiffres et se dire par quoi commencer. Le bug humain, c'est le petit truc qui est dans notre cerveau là, qui nous pousse à avoir toujours manger plus, avoir plus de pouvoir, etc. Quelques trucs et astuces pour arriver à le maîtriser. Une brochure de l'ADEME sur la face cachée du numérique, dont j'ai extrait quelques chiffres derrière. Le suivant sur le site de l'INR, où j'ai eu la chance de faire une formation là, sur l'Institut national du numérique responsable à La Rochelle, qui vous donne aussi plein d'outils. C'est là où j'ai trouvé les outils pour aller regarder les sites internet, etc. Plein d'outils pour agir efficacement sur le numérique responsable. Et enfin, pour ceux qui font de la conception d'outils informatiques, un livre sur l'éco-design sur le web, quand vous faites des sites internet, il y a quelques règles simples, c'est une centaine de petites règles simples qui vous permettent d'être super efficaces. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste finir par une citation de François dans Laudato Si, qui rappelle que toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation globale par rapport au développement durable intégral. Voilà, si vous pouvez tous faire un petit geste, soit en parler aux gens autour de chez vous, soit un petit geste actif, ça peut changer pas mal de choses. Je vous remercie. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Alors, j'ai une petite question par rapport à la société telle qu'elle est actuellement et qui nous pousse à utiliser de plus en plus de numérique. Par exemple, les déclarations d'impôts, on ne peut plus les faire en dehors du numérique. Par exemple, à l'école, les enfants les poussent à avoir des tablettes numériques. Par exemple, par rapport à une municipalité, une commune, on se dirige vers des modèles de type Smart City. On ne peut rien faire maintenant sans pleine application. Donc, comment vous arrivez à résoudre en fait ce paradoxe ? C'est-à-dire que d'un côté, il faudrait qu'on fasse des efforts individuels, mais d'un autre, toute la société nous oblige en fait à utiliser de plus en plus de numérique. Et par rapport à la 5G, donc tout à l'heure vous avez dit on n'y est pas encore, enfin, si on regarde sur le site Carte Radio, on voit que sur la Bijoux, on a pratiquement 15 antennes qui sont déjà déployées, pas encore actives, mais du coup, comment vous résolvez ce paradoxe ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que je n'ai pas de réponse, mais je peux tenter quelques approches. Vous parliez tout à l'heure des déclarations d'impôts par Internet. Effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus efficace d'un point de vue climatique entre faire des déclarations par Internet ou envoyer ces déclarations par papier, traiter tout le papier, et voilà. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est arriver à peser un petit peu les deux processus et de se dire qu'est-ce qui est le plus efficace. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus efficaces. Je ne sais pas, vous faites une demande de papier, renouvellement de, je sais pas, de permis de conduire ou de carte d'identité. Vous avez tout ça en ligne maintenant, en 3 clics, ça peut être fait. Avant, il fallait que vous alliez à la mairie, que vous preniez un rendez-vous avec la mairie, tomber sur le bon créneau, etc. Globalement, vous aurez dépensé plus d'énergie que 3 clics en direct. Donc l'idée, c'est pas de tout remplacer, l'idée, c'est essayer d'arriver à trouver le juste milieu. Ensuite, on nous pousse. Oui, et on pousse notre petit striatum là, et on joue là-dessus. Et en fait, quand vous voyez toutes les pubs, elles jouent sur quoi? Vous regarderez toutes les pubs par rapport au point que j'ai mis sur le slide, vous regarderez que toutes les pubs, elles jouent là-dessus. Toujours plus, vous aurez plus de pouvoir, vous serez, je vais pas dire, vous saurez vous reproduire parce que quelque part, vous aurez montré que vous savez faire et donc voilà, vous séduirez mieux. Toutes ces pubs-là, elles sont faites là-dessus. Donc maintenant, il faut le savoir. Après, personne ne vous oblige à acheter un téléphone 5G. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre sans la 5G? Voilà, donc vous avez du choix. Après, effectivement, la 5G, ça va être quelque chose sûrement qui va arriver parce que aussi la 5G a des bons côtés. Ça consomme moins d'énergie. Par rapport à la 4G, aujourd'hui, une antenne 4G, elle rayonne à 360 degrés autour d'elle. La 5G, c'est des rayons directs entre l'émetteur et le récepteur. Donc côté énergétique, ça dépense moins. Mais après, on est sur l'effet rebond. Comme c'est plus efficace, on va en mettre beaucoup plus. Et donc au global, peut-être que c'est pas bon. Donc c'est des sujets super compliqués. Et effectivement, vous parliez d'une mairie, et allez discuter avec votre mairie pour dire il faut faire des choses. Moi, je suis élu aussi sur ma commune, et j'essaie d'agir sur la commune en se disant qu'est-ce qu'on peut faire justement pour peser ça. Et sur une commune, vous pouvez regarder aussi et vous dire quels sont les points les plus critiques d'un point de vue climatique sur une commune. Et aller discuter avec vos élus sur ces sujets-là. Aujourd'hui, l'informatique, c'est pas les premiers. L'informatique, ça va arriver pas dans la queue de peloton, mais les premiers, on va être sur l'alimentation, on va être sur la mobilité, on va être sur des choses comme ça. Donc, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est super compliqué, on est dans une société super compliquée, et maintenant, chacun doit faire sa part. Donc, si vous décidez de ne pas acheter un téléphone 5G, vous l'avez décidé, et c'est votre décision. Donc, après, le plus vous pouvez être critique par rapport à vos achats. Je pense que c'est ça qu'on a comme force à notre niveau, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je pense que je n'aurais pas répondu à la question globale. Merci beaucoup pour cette simplicité. Je craignais un petit peu que ce soit hyper compliqué, hyper technique, mais vous avez su nous donner les choses. Merci. Simplement. Merci. Ma question rejoint un peu celle de madame. C'est que moi, j'ai un vieil ordinateur, un Windows 7. Mais, vous êtes collectionneur. Ouais, mais il allait très, très bien. Et ouais. Mais aujourd'hui, je ne trouve plus rien pour faire des mises à jour. Fait que je suis obligé de m'en débarrasser. Mais un exemple simple, vous parlez de Windows 5 ou Windows 7. Entre-temps, vous avez Word, Excel, etc. C'est ça. Aujourd'hui, avec tous les derniers ordinateurs, vous écrivez la même lettre, avec la même mise en page. Mais vous a fallu un super gros ordinateur aujourd'hui, avec un Excel et un Word super compliqué. Donc oui, aujourd'hui, il y a de l'obsolescence programmée quelque part. C'est de l'obsolescence programmée, puisque effectivement, si vous ne savez pas suivre les OS, ça ne passe plus. Et il commence à avoir une prise de conscience par rapport à ça, justement, et des lois qui sont en cours de préparation par rapport à des sujets comme ça. Mais c'est pas gagné, hein. Je parle de loi, hein, donc on est... Ah bah oui.
Oui, alors c'est pas une question, c'est une page de publicité. Oh. Il y a à Albi un service qui s'appelle Emmaüs Insert, qui récupère tous les objets électriques ou électroniques, dont tous les objets numériques, qui fait aussi de l'insertion pour la réhabilitation de ces objets et la revente en seconde main. Super. On a ça, pas que à Toulouse, on a ça aussi à Albi, route de Tersac. Voilà. Bravo. Emmaüs Insert. Route de Tersac, la vieille route de Mars. Après, juste pour finir sur le Windows 6, etc., vous savez que vous avez des operating systems genre Linux aujourd'hui qui ne demandent pas d'avoir le dernier ordinateur foudre de guerre. Par exemple, à la mairie, c'est ce qu'on a fait. On a mis des ordinateurs avec du Linux, des vieux ordinateurs, mais pour faire du Word, de l'Excel, c'est largement suffisant. Et donc on arrive à les conserver un peu plus grâce à des systèmes d'exploitation qui sont plus ouverts que ceux de Microsoft. Oui, bonjour. Une question simple, je pense que vous n'aurez pas la réponse, mais c'est pour réfléchir. Si je veux être un bon éco-citoyen, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille acheter un quotidien à un kiosque, ou est-ce qu'il vaut mieux que je consulte l'édition numérique sur Internet, ou à même titre, si je veux écouter un morceau de musique, est-ce qu'il vaut mieux que je l'écoute sur Spotify ou Deezer en ligne, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille acheter un CD? Alors, la question sous-jacente, c'est dans vos recherches, est-ce que vous êtes tombé sur des études qui comparent ces deux modèles de diffusion de contenu, le modèle classique papier ou support, disque, DVD, etc., versus le modèle numérique, finalement, pour nous aider à décider à savoir ce qui est le mieux, finalement, pour la planète. Il y a des études qui existent, alors je ne les ai pas là, mais je pourrais pas passer l'information. Il y a des études qui existent sur le sujet. Ce qui semble être dit dans ces études, parce qu'il y a encore beaucoup de débats par rapport à tout ça, mais ce qui semble être dit, c'est de dire, par exemple, vous faites un quotidien à 100 000 distributions. Mais pour faire un quotidien à 100 000 distributions ou distribuer à 100 000 personnes un journal, on risque d'être meilleur sur le numérique. Par contre, le problème du numérique, c'est que vous avez un effet rebond immense. Au lieu de vendre 100 000 journaux parce que vous aviez vos points de presse, etc., qu'il fallait alimenter tous vos points de presse, vous couvrez la planète maintenant. Et donc, ce n'est pas 100 000 journaux que vous allez couvrir, c'est peut-être 1 million. Et là, du coup, ça va donner envie à beaucoup plus de personnes. Et donc, c'est ce fameux effet rebond qui va faire que, comme c'est plus facile d'accéder, eh ben, ça va être du coup plus impactant que de vendre 100 000 journaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas la réponse point à point. Il y a débat, il y a pas mal de débats là-dessus, mais derrière, il y a cet effet rebond. Comme c'est plus facile, c'est tellement facile avec un téléphone portable, avec un clic, d'aller chercher sa musique, plutôt que d'aller chez le disquaire, acheter le disque et l'avoir chez soi, eh ben, vous allez consommer 3 fois plus de choses sur le téléphone que ce que vous allez consommer chez le disquaire. Oui, enfin, si le service est gratuit, mais s'il est payant, ça va se niveler. Vous n'allez pas dépenser plus en ligne que ce que vous dépenseriez en allant chez le disquaire. Moi, je fais pas de pub. Moi, je suis chez Spotify. Ouais. J'ai la musique illimitée pour un abonnement. Ouais. Donc, oui, je vais économiser. Enfin, je vais pas dépenser la même chose que si j'allais chez le disquaire. Même si je suis d'accord avec vous, je vais pas télécharger une musique toutes les 2 minutes, qu'on soit bien clair. Mais cette facilité d'accéder à la musique, c'est complètement différent que d'aller chez son disquaire et de risquer de ne pas trouver le disque parce qu'il ne l'a pas, machin. Donc il y a cet effet facilité qui fait que bien souvent, ça va être plus impactant en numérique qu'en pas numérique. Parce qu'en physique, quelque part, vous avez une ressource physique qui va auto-limiter quelque part votre progression. D'autres questions ? Tout d'abord, un grand merci. Votre exposé était très clair, très scientifique. Je suis un peu scientifique, donc... Très, très scientifique. Moi aussi, je suis un scientifique. Bon, on va passer là-dessus. Peut-être trop scientifique.
Aujourd'hui, et je vais être provocateur dans mon questionnement, un questionnement que j'aimerais faire ressurgir et naître un petit peu chez tout un chacun. C'est l'utilité de tout ça. Aujourd'hui, on a notre ordinateur qui nous surveille notre frigo. Il nous surveille la tétée de bébé. Est-ce que demain, il va surveiller notre sommeil? Est-ce qu'il va surveiller nos prières? Est-ce qu'il va surveiller notre vie? Je pense qu'on l'a déjà, hein, la surveillance de la vie. Vous avez une carte bleue comme moi. Donc vous avez déjà quelque part, on sait déjà ce que vous faites, etc. Après je comprends votre question, jusqu'où ça va, où est-ce qu'on s'arrête? La surveillance du sommeil, ça se fait déjà. La surveillance de bébé, ça se fait déjà. Les prières, là je suis pas assez calé là. Donc le Saint-Esprit a d'autres voies que celle du numérique. Et sûrement plus durable. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Je pense que la réponse, c'est le petit truc qu'on a dans la tête. C'est de se dire, calmons-le, quoi. Essayons de le calmer, de le maîtriser, pour se dire, on peut faire et vivre tout aussi bien, avec peut-être un peu moins. Donc voilà, au bout d'un moment, moi à la maison, j'ai plus que ça là. J'ai plus qu'une tablette et je vis. Donc voilà, c'est effectivement un bon message à tout le monde, à se dire comment on maîtrise notre progression. Moi, je me heurte à une question, disons, c'est de dire, si vous, par exemple, qui travaillez à Airbus, je pense que j'ai bien compris. C'est ça. Vous faites passer au conseil d'administration, je ne sais qui dans votre compagnie, mais nous, on va l'imiter pour devenir éco, etc., etc. Mais l'autre, à l'autre bout du monde, lui, il va progresser en informatique. Alors, il va vous déclasser. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas parce que... Moi, je crois aussi, quand on écoute des émissions, soutien courant, on en demande beaucoup à l'individu, aux citoyens lambda. Mais je trouve qu'il manque de cette volonté politique de dire au plan industriel, au plan de l'aéronautique, au plan de. Parce que si Airbus décide de faire de l'éco-économie ou je ne sais pas quoi, ben, l'autre à l'autre bout, il va en profiter. Hein. Eh bien non, peut-être pas. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une évolution dans la société. Comme je disais tout à l'heure, dans les supermarchés, vous voyez les rayons bio qui fleurissent de partout. Ben dans la société, peut-être que le différenciateur de demain, ça sera le produit qui sera éco-responsable. Et donc, les industries, et pas que chez Airbus, on commence à se rendre compte que maintenant, un élément différenciateur, c'est ça. Parce que, pourquoi? Il faut le vendre. Et donc, les compagnies aériennes qui vont vous acheter un avion, ben, s'il est éco-responsable, elles peuvent le mettre. Elles peuvent dire aux passagers, regardez, l'avion, il est bien fait. Venez sur mes avions. S'il est éco-responsable, c'est peut-être qu'au final, ben, il va mieux se vendre. Il va peut-être coûter moins cher aussi, parce qu'on va peut-être faire des économies en se posant les bonnes questions sur l'éco-conception, les trucs comme ça. Et par rapport, vous disiez, à la société, aux industries, les industriels ont déjà fait un virage. On ne le voit peut-être pas ou sûrement pas, mais les industriels ont déjà fait un virage depuis 2-3 ans pour se pivoter sur ces genres de choses. Niveau politique, national ou international, on n'y est peut-être pas encore. Mais les industriels, ils n'ont pas attendu, parce que quelque part, eux, ils ont des choses à vendre, et s'ils ne se différencient pas, ils ne vendent pas. Donc je pense que c'est peut-être les industriels qui ont commencé, nous qui arrivons en second aussi en termes d'individuels, et une fois qu'on verra ça, ben, peut-être que certains politiques verront le vent tourner, et peut-être qu'ils s'y mettront un petit peu plus fort. Merci. Des questions là-bas? Ça n'est pas réellement une question, mais justement vous en venez à la question politique. Le conseil départemental du Tarn prépare un schéma des usages numériques. Et donc, moi qui y travaille, j'ai essayé de glisser que ça pourrait être utile de prévoir un volet du numérique responsable. Excellent. Mais tous les citoyens que vous êtes pouvez peut-être écrire au conseil départemental pour dire qu'à l'occasion de ce schéma sur les usages numériques, la question du numérique responsable doit être traitée. Je savais que ça allait être une pub.
Très très bien. Non, super, super. Et ça fait plaisir à entendre parce que je pense que le Tarn a 10 ans d'avance par rapport à beaucoup de départements en France. Et c'est super d'entendre ça. Et c'est tout simple à faire quelque part. Vous avez par exemple comme l'Institut du numérique responsable qui peut faire des collaborations avec vous pour dire ben voilà, c'est ça. C'est pas grave en fait, le numérique responsable, c'est juste quelque chose de bien, quoi. Et d'un point de vue utilisation, ben, du coup, on a vu, hein, vous pouvez avoir un meilleur impact environnemental, social et économique. Et je pense que quand les gens ils payent leurs impôts, s'ils voient qu'effectivement ils payent leurs impôts pour quelque chose de bien, je pense que c'est une super idée. Bravo en tout cas. Non, non, mais écrivez, hein, écrivez au Tarn. Hein. Oui, je voudrais vous remercier pour l'exposé, la façon dont vous avez présenté l'ensemble. Et ce qui fait que c'était important, enfin, j'ai apprécié le fait que vous rameniez l'alimentation comme le point clé. Et ça peut être un sujet essentiel à reprendre l'année prochaine, parce que plus tard, et qu'il y ait l'énergie avant, qui est plein de choses, qui sont beaucoup plus impactantes en tout cas que le numérique. Tout à fait. J'ai apprécié aussi, enfin, je ne savais pas que les scientifiques avaient quelque part repéré la molécule du péché ou du. Voilà. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Oh, lisez le livre, vous verrez, il est intéressant. Non, c'est bien. Hein. Voilà, scientifiquement, on a la molécule du péché. Après, la dernière chose, j'ai l'impression, et c'est peut-être, on n'insiste peut-être pas là-dessus, c'est que le numérique est une vaste écran, pour le coup, entre l'acte qu'on pose et les conséquences que ça engendre, en termes d'énergie dont vous avez parlé, en termes de biodiversité, vous en avez parlé, et de dégâts du milieu, et tant de choses derrière qui sont, là vous parlez d'Amazon et puis toutes les conséquences, on ne se pose plus la question de ce qu'on achète et du contenu. Et je crois que ça c'est vraiment, et du coup on revient de l'alimentation derrière, on revient à l'énergie, où là on s'éloigne de plus en plus de l'acte qu'on pose, ou des conséquences de l'acte qu'on pose, et c'est quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilisation des actes qu'on pose derrière, quoi. Derrière un écran, ou alors on laisse partir son strobium en fond, et puis essayer, ouais, quoi. Je pense qu'au-delà de la responsabilisation, je pense que c'est déjà l'information. Est-ce qu'on est tous conscients qu'il y a ça derrière nos écrans, quoi ? Je pense qu'on n'est même pas conscient de ça. Enfin, vous vous posez des questions, je pense que vous prenez 10 personnes dans la rue, vous leur demandez ce qu'il y a derrière, vous avez 9,9 mauvaises réponses, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de non-information sur le sujet qui fait que du coup on prend nos décisions avec ce qu'on a, avec les informations qu'on a, et bien souvent ça on ne sait pas, quoi. Donc, et puis ça, c'est scientifique, c'est des faits. Aujourd'hui, quand on voit apparaître petit à petit des indices de réparabilité sur les téléphones, sur les ordinateurs, ce qui est un grand point, parce que du coup ça va avec le premier point dont je vous ai parlé, dire n'achetez pas du neuf, essayez de réparer, etc. Et demain, quand vous achetez votre... C'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre là. Il y a maintenant des indices de réparabilité des téléphones, des ordinateurs. Mais, prochain ordinateur que vous utiliserez parce que vous aurez un nouveau besoin, etc., regardez comment il se répare. Et je pense que c'est cette information-là, et par rapport aux conclusions là, et à la phrase de François, je pense qu'on est aussi là pour partager cette information et pour dire à tout le monde, attends, tu changes ton téléphone tous les ans, t'es sérieux là? Donc je pense qu'il faut engager ces discussions-là aussi avec les gens qui sont autour de nous. Moi quand j'ai des collègues, j'en avais parlé, eux ils changeaient tous les ans le téléphone, c'était même pas un problème. Mais pourquoi toujours garder le même truc? Une fois qu'ils savent ça, ils se disent ah ouais, j'avais pas anticipé, parce qu'ils croyaient que le recyclage ça se passait bien, parce que etc. Donc moi je crois beaucoup en manque d'information, et effectivement après peut-être l'information on doit être aussi proactif, aller la chercher. L'idée c'est que ça représente 0,8% ou 0,7% de l'impact, et par ces moyens-là, tout ce qu'on achète derrière, tous les achats qu'on fait ont des impacts qui sont 10 fois plus importants. Ouais. Ouais. On anticipe la semaine prochaine, je pense. Ouais. C'est vraiment cet outil qui nous permet d'agir directement et en surtout complètement déconnecté de l'empreinte carbone. C'est une bonne transition vers la conférence la semaine prochaine. Trop fort, vous l'aviez préparé celle-là? Une dernière question?
moi je trouve ça génial, la musique en ligne, effectivement. Mais en général, sur Spotify, moi je suis aussi dessus, il y a une option qui est très intéressante, de télécharger aussi sur le téléphone. C'est Raphaël qui me disait ça la semaine dernière, je crois. C'est génial parce que je peux télécharger sur mon téléphone et après, même si je ne suis plus connecté, je peux l'écouter. Donc une solution pour éviter d'avoir des connexions sans arrêt, quand vous écoutez une musique, téléchargez-la. Si vous l'écoutez souvent, elle ne sera pas téléchargée. Voilà. C'était juste un petit point technique. Ouais, c'est comme les films. Si vous voulez revoir tout le temps le même film, il y a des addicts. Vous le téléchargez une bonne fois pour toutes et après il ne bouge plus de chez vous. Voilà, donc mais c'est une bonne remarque. Une question? Si. Nous, on aura juste le couvre-feu à respecter. Je peux avoir un mot? C'est une question matérielle. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, moyennant finance, d'ailleurs, ce serait logique, un polycope? Un polycope. Un polycope. Oh là 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 là. Là, il faut voir ça avec la régie. Je vous laisse gérer là. Et tout est enregistré sur le site de la paroisse. Vous pouvez le revoir. Et vous pourrez, la présentation, elle sera à disposition. Dans ce cas-là, vous la téléchargez sur votre ordinateur, comme ça, elle sera sur votre ordinateur, et puis vous pourrez la consulter régulièrement. Vous pouvez même l'imprimer, ça fera comme un polycope. Alors, merci beaucoup à Éric Péluquin pour son exposé effectivement clair, pédagogique, simple, et en plus, vous avez respecté en 1 heure de temps. Ça a été fait. Donc, autant sur le fond que sur la forme, c'était presque parfait. Voilà. Je rappelle que si molécules du péché auraient été trouvées, on connaît déjà par avance le laboratoire où elle peut être fusillée. Ça s'appelle un confessionnal. Alors, il y a eu hier une journée clean-up, c'était la journée du pardon, mais pour ceux qui auraient zappé la chose, c'est renouvelé tous les soirs dans nos églises, un peu avant la messe de 16h30. Voilà. Donc ça coûte bien moins cher et c'est bien moins compliqué que tout ce qui a été dit cet après-midi. Bon, donc la semaine prochaine, nous accueillons le Jean-Marie Paul Guicler, qui est un prêtre salésien, polytechnicien. Bon, personne n'est parfait, mais... et pardon, voilà, et qui est spécialisé dans l'éducation. C'est un prêtre qui a consacré toute sa vie dans l'éducation des jeunes, surtout en zone sensible. Il nous parlera donc de tout cet aspect d'utilisation des écrans. Et là, je crois que ce serait très bien de pouvoir faire de la pub auprès des jeunes générations. Voilà. Non pas qu'il y ait qu'elles qui sont représentées aujourd'hui. On avait des jeunes. Ça veut dire qu'il faut compiler et réitérer, puis appeler d'autres personnes. Voilà, merci encore. Merci. Bonne fin de dimanche.